Transformers 5, je crois que c'est ce film qui a véritablement lancé ma chaîne. Il y a maintenant plus de 3 ans, c'est en effet une vidéo 5 théories sur le film qui a dépassé aujourd'hui les 80 000 vues, qui m'a permis de gagner mes premiers abonnés. C'est ensuite la critique du film, en juin, qui m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés. Et pourtant, depuis, si je n'ai eu de cesse que de cracher sur ce film parce qu'il est extrêmement mauvais, je n'ai jamais eu l'occasion de revenir sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que réellement Transformers 5 est un échec total, non seulement en tant que film Transformers, mais aussi en tant que film tout court. Car en effet, si les 4, disons au moins 3 premiers films du Bayverse ont clairement une fanbase établie, solide et qui défend réellement ces films, Transformers 5 est vraiment très rarement défendu. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui va expliquer pourquoi. Pourquoi ce film, dont je parle pourtant assez régulièrement dans mes vidéos pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il est mauvais sur tel ou tel point, pourquoi réellement c'est à ce point un échec, pourquoi ce film a failli tuer Transformers au cinéma, pourquoi tout simplement ce film aurait pu tuer la licence. C'est ce sur quoi nous allons revenir aujourd'hui avec une petite vidéo analyse, pourquoi Transformers 5 est vraiment si mauvais, même comparé aux autres films Transformers. Pour se remettre un peu dans le contexte de la sortie du film, nous sommes en 2017, 2 ans après la création de ce qui est aujourd'hui appelé la Writer's Room, ou la chambre des auteurs, si vous préférez, la chambre des scénaristes, une petite équipe de scénaristes mise en place par Paramount et Hasbro, avec pour objectif de créer un univers cinématographique Transformers. En effet, car en 2015, c'est à ce moment-là que l'on a réellement commencé à prendre conscience que Marvel dominait de plus en plus le cinéma hollywoodien, avec son fameux Marvel Cinematic Universe. Si DC s'est lancé dès 2016 dans une tentative d'univers cinématographique partagé, le DCEU, qui aujourd'hui est plus ou moins mort, ou en tout cas est devenu une sorte de multivers, Transformers, lui, dès 2015, a voulu mettre en place quelque chose, avec du coup, dès 2017, un premier film qui serait censé un petit peu étendre l'univers, c'est-à-dire nous préparer non seulement à une suite, mais aussi à d'autres films indépendants, donc des spin-offs. Dans cette chambre de scénaristes, on a retenu un total de 14 scénarios potentiels, dont au moins 5, selon Steven Spielberg, pouvaient être adaptés réellement au cinéma. Dans ces scripts, on retrouvera notamment le script de Bumblebee, qui, bien qu'un petit peu modifié par la suite, donnera le film que l'on a connu fin 2018, et on trouvait également beaucoup d'idées assez originales. Un film Transformers se passant au Moyen-Âge, un film Transformers se passant durant la Seconde Guerre mondiale, un autre se passant sur Cybertron, etc. etc. Bref, beaucoup d'idées, potentiellement intéressantes ou pas, qui ont été plus ou moins mises comme ça sur la table. Sauf qu'au moment de lancer Transformers 5 en tant que projet, une décision assez étonnante a été prise de mettre quasiment toutes ces idées de film dans un seul, à savoir que The Last Knight devait donc avoir pour projet, pour finalité, de non seulement être une suite d'Age of Extinction, puisque Age of Extinction laissait quand même une fin ouverte, mais il devait également mettre en place un univers complet pour les films, faire donc le film sur les chevaliers, sur l'histoire du Moyen-Âge, qui était donc le thème principal, mais aussi un film sur la Seconde Guerre mondiale qui devait plus ou moins être teasé, mais qui au final a été incorporé de façon un peu bâtarde dans le film. Ce qui nous donne un film complètement surchargé. The Last Knight est le seul film Transformers qui fait quasiment 4 films en un. On peut dire ce qu'on veut des autres films Transformers, qu'ils sont trop longs, qu'ils ont trop d'action, etc. Mais clairement, dans ces films-là, on suit une seule histoire principale. Dans Revenge of the Fallen, on suit justement tout ce qui entoure le Fallen, la machine pour détruire les soleils, la matrice, etc. Tout cela constitue un seul et même film. Dans Dark of the Moon, même chose, on suit les piliers, Sentinel Prime, tout le plan de Megatron et de Sentinel, etc. Tout cela constitue un seul film. Le premier film, on va dire, qui légèrement partait sur le côté un petit peu univers, un petit peu plus large, c'était Age of Extinction, qui nous mettait effectivement à la fois l'histoire des Dinobots, à la fois l'histoire de Lockdown, de Galvatron, etc. Pas mal de choses déjà un petit peu teasées, mais ça laissait quand même un film plutôt d'un seul bloc en quelque sorte. On n'avait pas vraiment la sensation que ça partait dans tous les sens. Pour The Last Knight, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Car le film nous présente beaucoup trop de choses. Premièrement, le film nous présente Unicron. Pour une raison finalement assez obscure, parce qu'au final il ne servait pas dans le film, en tout cas pas réellement, son nom était juste évoqué, et clairement il était plus là pour teaser la suite.
On nous présente également tout ce qui entoure les chevaliers, donc toute la partie Moyen-Âge. À ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'était un petit peu le thème de base du film, donc disons que c'est peut-être la partie la plus légitime si je peux dire. Malgré tout, on a aussi tout un passage sur la Seconde Guerre mondiale, avec Bumblebee, Hot Rod, etc., qui sort un peu de nulle part. Quand on nous parle de la montre qui a tué Hitler, etc., on est en mode, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça permet de faire avancer dans le film? Bah au final pas grand chose, si ce n'est pour nous montrer que bah oui l'univers est un petit peu plus large que simplement ce film là, mais c'est extrêmement mal amené. Parce qu'en plus d'avoir 4 films en un, The Last Knight speed sur des passages vraiment importants, notamment sur la mise en place de tout ce qui entoure Unicron, sur même certains points qui entourent les chevaliers, etc., pour au final nous resservir la même soupe qu'on a déjà connue dans les films précédents, à savoir toujours le même humour dégueulasse, toujours les mêmes personnages insupportables, etc., etc., tout ce qui constitue un film Transformers à la Bayverse finalement, mais qui du coup ici vient empiéter sur ce que le film devait faire à la base. Et c'est une des raisons notamment pourquoi Michael Bay a été un très mauvais choix pour réaliser ce film. Clairement, un autre réalisateur aurait peut-être été une meilleure idée pour mettre en place tout cet univers. Donc clairement, on peut se dire que déjà en tant que projet, Transformers 5 partait un petit peu avec un désavantage, puisqu'effectivement il devait faire beaucoup trop de choses pour un seul film qui en plus devait être raccourci. Beaucoup de critiques avaient émis le fait que Transformers 4 était beaucoup trop long, 2h45 c'est beaucoup trop, et du coup pour ne pas retrouver ce problème, on a voulu limiter au maximum la durée de The Last Knight, sauf que pour le coup, s'il y a bien un film Transformers qui aurait dû être long, eh bien c'était celui-là, et ça n'a pas été le cas. Pire, le film perd même du temps dans des séquences complètement inutiles. Mais là, justement, certains défenseurs hardcore du Bayverse viendront sans doute me dire que, eh bien, ce film partait justement avec un désavantage et c'est pour ça qu'il s'est planté. Et à ce titre-là, eh bien, j'ai envie de le comparer avec un autre film que j'apprécie pour le coup énormément et qui remplit à peu près la même tâche. Et ouais, Batman v Superman est le genre de film que The Last Knight aurait pu être. Et oui, BVS met aussi en place un univers énorme qui est censé mettre en place vraiment tout ce qui entoure la Justice League dans DC, il nous tease beaucoup de choses, parfois même qu'on n'est pas censé vraiment comprendre si on ne connaît pas l'univers de DC Comics, et pourtant le film est globalement plutôt cohérent, les dialogues sont bien écrits, l'univers bien mis en place, on a vraiment des gens passionnés à la tête, et au final, même si le film est loin d'être parfait, objectivement BVS a beaucoup de défauts, eh bien ça reste un film appréciable, regardable, avec beaucoup de qualité, même encore aujourd'hui en 2020, et beaucoup de mérite surtout d'avoir réussi à faire de tout ce projet, parce que BVS aussi c'était un petit peu 4 films en un, une suite à Man of Steel, un teasing de Justice League, l'affrontement Batman-Superman, la mort de Superman, bref, tout ça devait être mis en place, et bien quand on regarde le montage de 3 heures, puisque oui le montage de 3 heures est nécessaire pour ce genre de projet, et bien on se rend compte que la tâche a été accomplie, et que c'est plutôt par la suite, dans le cas de DC que ça avait merdé, avec le fameux Justice League de Joss Whedon de 2 heures seulement. Heureusement pour ça, Papa Zack Snyder revient en 2021 avec sa Snyder Cut de 4 heures. Bref, je m'écarte un petit peu, donc du coup, même si The Last Knight partait avec un handicap, ce n'est absolument pas une excuse pour excuser justement sa nullité. D'autres films partaient aussi avec des handicaps de par certaines demandes des studios, et ils ont essayé de les gommer au maximum, là où Michael Bay, eh bien il les a plutôt aggravés justement, et c'est bien là le problème. En nous mettant son humour habituel, en ne développant pas grand chose au niveau des personnages, et en passant toute la partie développement d'univers sur quelques minutes seulement, eh bien il accouche finalement d'un projet vraiment très étrange à regarder, et c'est justement par rapport à ça que l'on passe au deuxième point. Le montage de ce film est catastrophique. Vraiment, les 4 premiers films Transformers ont beaucoup de défauts, et leur montage est loin d'être parfait. Les films sont très rapides, l'action est parfois difficile à suivre, etc. Mais on peut regarder ces 4 films en se disant, voilà, on pose le cerveau un petit peu à côté, on regarde, on apprécie les explosions si on aime ça, et à la limite, ça fait pas de mal. Bon, c'est très idiot, c'est pas très bon, c'est pas forcément bien joué, ni bien développé, mais au moins c'est un bon plaisir coupable. Là, The Last Knight n'a pas réussi à me procurer ce plaisir. Car en effet, je n'ai de cesse de le rappeler, mais pour moi, les 4 premiers films Transformers de Michael Bay sont de bons plaisirs coupables. Je sais qu'ils ne sont pas bons, surtout le 2 et le 4, mais pourtant j'y trouve toujours des éléments que j'apprécie et que j'aime bien re-regarder de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, effectivement, de me revoir ces films, juste pour le plaisir, comme ça, en tant que plaisir coupable. Mais The Last Knight, vraiment, c'est le seul film de l'eau que je n'arrive vraiment pas à regarder et à apprécier, même en mettant mon cerveau en off et même en me disant «
je suis devant un plaisir coupable. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que le film est tout simplement monté avec le cul. Il n'y a pas d'autre mot. Tout d'abord, on va passer sur le point qui a fait le plus parler, les fameuses bandes noires. En effet, Michael Bay a tourné une partie du film en IMAX et même à d'autres formats, parce qu'on voit que c'est pas toujours que deux formats qui s'alternent. Michael Bay donc a tourné le film avec plusieurs formats différents. Et au lieu d'harmoniser le tout, eh bien il a préféré laisser les bandes noires apparaître et disparaître au fur et à mesure du film. On a carrément des plans, des champs contre champs qui changent de format. Et ça, c'est vraiment quelque chose que même d'un point de vue technique, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin, Michael Bay bien sûr, de filmer un même dialogue avec deux caméras différentes ? Pourquoi ? Parce qu'une tête d'un perso prend plus de place qu'une autre, je sais pas, mais vraiment, c'est très étrange à regarder, on se demande comment ce film a été tourné, parce que même moi, j'y connais pas grand-chose en tournage de film, clairement, je n'ai peut-être pas assez d'informations là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un même dialogue, une même scène, une même explosion, une même scène d'action ne soit pas tournée avec la même caméra, alors que parfois, c'est littéralement un champ contre champ. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais au-delà du côté vraiment technique, de se dire voilà pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc., à la limite c'est pas mon problème. Le véritable problème c'est que du coup ça rend le film pas regardable dans des bonnes conditions. À moins vraiment de changer soi-même le format de l'image, ou alors de faire un cut un petit peu perso où on fait en sorte que le film entier ait le même format, chose que j'avais presque envisagé de faire à un moment, eh bien ce film est tout simplement pas agréable pour les yeux. Pour vous dire à quel point ce montage est catastrophique, avant d'entrer dans la salle en 2017, il y avait un petit écriteau avec écrit « Faites attention au changement de format, c'est un choix du réalisateur, on ne peut pas faire autrement ». Enfin j'ai envie de dire, c'est pour quel film qu'on a ce genre de papier ? C'est genre c'est le genre de petit écriteau, on aurait pu écrire carrément « Ce film a été monté avec le cul, faites pas attention ». Enfin c'est vraiment assez... C'est incompréhensible vraiment que Paramount, non seulement que Michael Bay ait envoyé un montage comme ça à Paramount, mais que Paramount ait accepté de le diffuser comme ça. Parce que du coup ça donne dans des salles, on va dire dans des salles de cinéma classiques, qui n'ont pas d'écran IMAX, etc., et ben ça donnait un film minuscule qui ne prenait même pas la totalité de l'écran et qui était simplement moche à regarder. J'ai pas passé un bon moment, ne serait-ce même que visuellement, devant Transformers 5. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire des autres films Transformers. Globalement, visuellement, ils étaient plutôt réussis. Mais au-delà, vraiment, de l'aspect bande noire, etc., c'est même les cuts, de façon générale, qui sont gérés n'importe comment. Enfin, je veux dire, regardez ce passage. C'est totalement ridicule. Le personnage commence sa phrase dans un bâtiment et la finit à l'extérieur. Je veux dire, c'est quel genre de réal pour sortir un montage pareil ? C'est incroyable. Et le pire, c'est que encore dans un film, disons un petit peu humoristique, un peu parodique, etc., j'aurais pu laisser passer quelque chose comme ça. Mais là, c'est un film d'action classique qui certes a beaucoup d'humour, etc., d'accord, mais c'est clairement pas un film à la Deadpool, par exemple, etc., qui doit vraiment pas se prendre au sérieux, si je peux dire. C'est quand même un film d'action, et surtout que, d'autant plus que cette scène-là, devait être relativement sérieuse. C'est même pas une scène humoristique ou quoi, donc c'est vraiment incompréhensible. Et du coup, au-delà de tout ça, entre les cuts sauvages et ce genre de trucs bizarres là dont je viens de parler, on a juste la sensation d'aller à 300 à l'heure. Et cette sensation d'aller à 300 à l'heure dans un film qui est justement censé se poser un petit peu par moment et expliquer des choses, c'est un énorme problème. Mais toujours sur l'aspect du montage, même certains montages sont assez incompréhensibles. On a notamment tout ce passage à la Suicide Squad quand Megatron recrute sa petite équipe de Decepticons pour aller chasser Kate Dicker et les Autobots. Bon, à la limite, sur le principe, c'est pas forcément mauvais de faire ça, je veux dire, ce genre de montage existe. Mais il fonctionne uniquement quand les personnages qu'on nous présente sont censés être des personnages importants. Pour tout le mal que j'ai à dire de Suicide Squad et du fait que voilà le film est raté, etc., nous présenter les personnages de cette façon au début, certes c'est de manière un peu rushée, un petit peu voilà ce que vous voulez, mais on nous présentait au moins des personnages qu'on allait suivre pendant tout le film, et donc à la limite, ce qu'on apprenait sur eux pendant ces petites séquences était important, et il fallait les retenir pour savoir voilà, de quoi ces personnages étaient faits en quelque sorte. Mais là ce sont des personnages qui n'ont pour certains même pas une seule ligne de dialogue, qui utilisent des modèles 3D de personnages déjà existants des films d'avant, donc qui ne sont même pas originaux de ce point de vue-là, et qui pour la plupart meurent dans les 15 minutes. Mais à quoi sert ce genre de montage ? À quoi sert ce genre de truc ? À quoi ça sert de nous teaser entre guillemets quelque chose de pseudo-important ? Parce que quand on regarde le film, on peut se dire tiens, ça va peut-être être les méchants du coup qu'on va suivre jusqu'à la fin.
Mais au final, pas du tout. Les 3/4 meurent dans les 15 minutes suivantes, et un seul, à savoir Nitro Zeus, arrive à survivre jusqu'à la bataille finale, bon, avant de mourir évidemment. Donc vraiment, c'est juste incompréhensible de faire ce genre de montage, ça n'a aucun sens. Et enfin, il faut que j'évoque un petit point pratique sur le film, il faut savoir que beaucoup de scènes ont été tout simplement coupées du film pour justement le raccourcir. Alors je suis persuadé que ça n'en aurait pas fait un meilleur film, même avec 30 minutes de plus et des scènes même entre les robots, l'ensemble du film aurait été très mauvais. Mais malgré tout, il faut insister sur ce point, certaines scènes de développement qui avaient été tournées, notamment entre Optimus et Megatron, paraît-il, eh bien ont été coupées du film. Alors là vraiment, il va falloir m'expliquer, hein, Paramount, parce que vous laissez une scène comme ça, et vous nous coupez potentiellement une petite scène de développement entre Optimus et Megatron. À savoir le truc qui manque le plus à tous les films live. Juste une confrontation verbale entre les deux ennemis. We were brothers once. Je ne comprends pas. Vraiment incompréhensible. Donc comme quoi, même si on peut cracher sur Michael Bay, mais sur ce coup-là, il faut aussi cracher sur Paramount qui l'a plus ou moins forcé de faire un montage un petit peu coupé. Mais en même temps, lui-même, à mon avis, s'est exécuté et à la limite, il s'en foutait un peu. Et justement, eh bien, ça me permet de passer sur le troisième point. Michael Bay n'aurait jamais dû être pris pour faire ce film, vraiment. Qu'il soit dans l'équipe de scénaristes, pour superviser un petit peu en tant que producteur, etc., pourquoi pas. Michael Bay en tant que producteur a déjà produit de bons films. Mais le garder en tant que réalisateur, c'était la pire idée du monde. Quand on refait l'historique de Michael Bay avec Transformers, on remarque que c'est un petit peu une relation je t'aime moi non plus. À la base, Michael Bay ne voulait même pas réaliser le premier film, il trouvait que l'univers était débile parce qu'il était basé sur des jouets, etc., et ne voulait surtout pas être attelé à un projet pareil. Et finalement, on a quand même réussi à le convaincre, peut-être par des arguments financiers, et aussi parce qu'on lui a montré ce qu'il pourrait faire avec des gros robots qui se tapent dessus, et au final, il a accepté, il a tourné le premier film, il a très bien marché, et voilà, tout était bien jusqu'à ce stade-là. Ensuite, après le succès du premier film, eh bien Michael Bay a accepté, sans trop rechigner paraît-il, de faire le deuxième, puisqu'au final c'était dans la même veine, ça s'enchaînait plus ou moins, et puis voilà, pour lui, c'était finalement la suite à un film qui avait bien marché, et qu'il avait plutôt apprécié réaliser, dans laquelle d'ailleurs, il partait dans des délires encore plus importants que dans le premier, ce qui a causé d'ailleurs à ce film beaucoup de dommages, mais bon, ça c'est un autre point. Ensuite, après Revenge of the Fallen, Michael Bay a annoncé vouloir faire une petite pause avec Transformers, pas forcément s'arrêter totalement, mais au moins se reposer un petit peu. Nine, Paramount est arrivé, lui a dit écoute Coco, tu vas faire le troisième film et t'as pas de questions à poser. Et il l'a fait. Et au final, Transformers 3 n'est pas si mauvais que ça, même s'il a quand même aussi ses gros problèmes. Mais à la limite, bon, Michael Bay l'a réalisé en étant un petit peu moins motivé, ce qui l'a un petit peu conduit à se calmer par certains moments, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais bref, après Transformers 3, Michael Bay souhaitait faire une pause, et il l'a vraiment eu pour le coup. Il a pu réaliser Pain and Gain entre temps, mais contre un petit quelque chose, à savoir la réalisation du 4e film Transformers. Et même si à la base il ne souhaitait clairement pas le réaliser, il a pu sur le tournage exploiter certaines nouvelles technologies, notamment au niveau de comment filmer certaines scènes d'action, nouveaux types de caméras, etc. Bref, des points qui ne m'intéressent pas forcément en tant que simple pour l'analyse du film, mais tout ça pour vous dire que voilà, sur le tournage du 4e film, Michael Bay avait pu exploiter de nouvelles choses qui, en tant que gros fan de scènes d'action, l'avaient apparemment plutôt comblé. Mais après Transformers 4, il avait clairement annoncé que c'était terminé, qu'il n'avait plus rien à exploiter avec ses films et qu'il ne souhaitait plus en réaliser aucun. Et Paramount est revenu. Et on a eu Transformers 5. Transformers 5 dans lequel Michael Bay n'exploite rien de nouveau, et qui du coup fait n'importe quoi. Et c'est justement ça le problème. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pour moi, clairement, ça aurait dû être ce film, voire même peut-être déjà Edge of Extinction, qui aurait dû marquer la fin de Michael Bay à la tête de Transformers. Ça aurait été l'occasion déjà de diversifier un petit peu la licence, avec un nouveau réal, une nouvelle vision des choses, mais surtout, eh bien, ça aurait évité que Michael Bay sabote plus ou moins son propre film. Finalement, ce film, c'est comme si Michael Bay testait les limites de ses propres spectateurs. Parce que souvenez-vous, à la sortie de Transformers 4, quand les gens lui disaient « Mais écoutez, monsieur Michael Bay, vos films se font défoncer par les critiques », il avait répondu « Oui, mais de toute façon, les gens continuent d'aller les voir. » C'était presque un aveu, presque une façon de dire « Je sais que je fais de la merde, mais de toute façon, les gens continueront d'aller voir ma merde. Et donc, j'ai aucune raison d'arrêter. »
Et pour moi, Transformers 5, c'est aussi l'illustration de ça. Il s'est dit, je vais faire pire qu'avant, je vais partir encore plus loin, et on va voir si cette fois les gens iront voir. Eh ben non. Non. pour une fois, et peut-être heureusement finalement, ça prouve que le public est pas si con, pour une fois, ça s'est planté. Et pour une fois, un film Transformer a échoué au box-office, et c'était vraiment une première, surtout ce n'était pas du tout prévu pour Paramount et Hasbro. Pour eux, c'était le milliard assuré, voire plus, peut-être même plus encore que Dark of the Moon, qui avait à l'époque été le 7ème film le plus rentable de l'histoire. Non, cette fois-ci seulement 600 millions, soit moins que le premier film de près de 100 millions, c'était catastrophique. Clairement, ça a été un plantage total, et on en a vu les conséquences. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On va donc maintenant passer au point suivant, un point qui devait normalement être le centre de The Last Knight, et qui s'est planté lamentablement. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, The Last Knight devait être le film qui allait globalement unifier l'ensemble de l'univers Transformer, à savoir créer une sorte de mythologie solide à partir de laquelle d'autres films allaient pouvoir se faire. Bumblebee, des films de la Seconde Guerre mondiale, d'autres films par la suite avec Unicron, un film sur Cybertron, etc. Et le film échoue lamentablement à ce niveau-là. Non seulement parce qu'il y a des incohérences assez énormes avec les films précédents, on nous parle notamment de Quintessa qui serait la créatrice de Transformers, mais c'est pas du tout le genre de créature qu'on avait vu dans Transformers 4, on ne reparle même pas de la fameuse graine de Transformers 4, encore une fois, qui était censée être quand même au centre de l'histoire, parce qu'Optimus l'emportait dans l'espace en disant « je viens à vous avec cet artefact », et au final quand il arrive sur Cybertron, il l'a même plus. On n'explique aucunement comment Galvatron est redevenu Megatron, mais il y a également des incohérences avec tout l'univers des films. Prenez cette scène dans le château. Pour moi, c'est la scène, la séquence, le passage de quelques secondes seulement, quelques dizaines de secondes, qui a suffi à achever la mythologie mise en place par Michael Bay. Parce que même si elle était très incohérente, avec beaucoup de soucis, etc., il y avait une espèce de quelque chose, il y avait un petit truc un peu central, on se disait « allez, ça arrive à tenir encore plus ou moins ». Là, plus du tout. On nous montre littéralement des Transformers avec des formes modernes, des portes de camions, etc. sur eux, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque du 19e siècle, je sais pas, bref, des tableaux historiques. On nous montre un hot rod avec des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a son mode véhicule de Lamborghini. On nous montre Optimus qui est en train de se battre sur un champ de bataille avec son mode camion moderne. On nous montre Ironhide dans l'eau, pour quelle idée, j'en sais rien. Bref, on nous met tous les Transformers possibles et imaginables, même des Decepticons, pourquoi pas. On nous met même des Decepticons qui auraient soi-disant aidé les humains. Bref, c'est n'importe quoi. Et ça vient complètement défoncer tout ce qui avait été mis en place par les films précédents. Mais c'est pas une petite incohérence, ça c'est littéralement un nouvel univers, quasiment, qui est créé sous nos yeux. On nous dit, tiens, on a vu les Transformers arriver au début du premier film, non, ils étaient là depuis des centaines d'années. On nous montre Megatron avec une apparence de chevalier, enfin bref, son apparence qu'il a dans le film, mais cette apparence, il l'a qu'à partir de ce film-là, on l'a jamais vu avant, pourquoi est-ce qu'il l'aurait eu à une époque antérieure? Bref, je vais arrêter avec tout ça, mais pour moi, cette scène est clairement le coup ultime tiré dans la tête de la mythologie Transformers, des films en tout cas. Clairement, c'est une catastrophe, il n'y a rien à sauver, et au-delà de l'idée en elle-même, à la limite, l'idée des Transformers qui arrivent sur Terre longtemps à l'avance, etc., c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi j'aime bien le côté, voilà, que ils ont pu effectivement peut-être façonner certains pans de notre histoire, etc. À la limite, l'idée en elle-même, bon, on n'aime pas, mais à la limite, c'est une idée comme une autre. Mais là, elle vient complètement contredire tout ce qui a été mis en place avant, dans une scène qui est censée expliquer ton univers et mettre en place quelque chose de cohérent. C'est littéralement chier sur ton propre concept. C'est impossible de faire une scène comme ça. Et surtout, impossible non seulement de la faire, mais c'est impossible que ça passe derrière chez Paramount et qu'on dise « il n'y a pas de souci, tout va bien ». C'est surréaliste, c'est un festival, c'est le cirque Pinder, quoi, à ce stade-là, c'est plus possible, c'est plus possible, réellement. Et je crois que la plus grosse insulte à tout ça, c'est qu'en plus, le film essaie vainement de créer des liens avec les 3 premiers films, genre, typiquement, la photo de Sam Witwicky, là, ça sert à quoi? Bah, à rien, à nous expliquer que, soi-disant, ils faisaient partie d'une longue dynastie. On l'a jamais expliqué auparavant.
Donc au final, le film fait tout mal. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire à la limite que ce film sert entre guillemets de reboot, de pseudo-reboot, de soft reboot, en mode on est plus ou moins dans le même univers, mais certains points de la mythologie ont changé. Bah pourquoi on voit Sam Witwicky alors ? Ben, il faut m'expliquer. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que le film ne sait tellement pas ce qu'il fait n'importe quoi, et c'est à nous de nous démerder quelque part. Et c'est ça qui est très frustrant, parce qu'à la limite, un film qui reboot complètement l'univers, et qui, voilà, sert de suite, mais en même temps de reboot au niveau du lore, etc., j'aurais accepté. Mais là, on nous ressort des éléments des premiers films, et on vient les contredire en même temps. Génial, vraiment, c'est du génie. Et pourtant, Dieu sait que voilà, des mythologies dans Transformers, il y en a beaucoup, et même la mythologie des films avant Transformers 5, elle était incohérente, bien sûr, mais il y a quand même des éléments plutôt cool. Notamment par exemple tout ce qui entoure voilà, les Primes, tout ce qui entoure même Lockdown, les créateurs de Transformers 4, il y avait des petits quelque chose intéressants. Là, il y a rien. Il y a rien à sauver, véritablement. Cette séquence, elle est horrible, c'est la scène un peu pivot du film, c'est le moment où on est censé comprendre que les Transformers sont là depuis longtemps, et on s'en fout en fait, on se dit mais on est plus occupé à se dire mais ça contredit tout en fait que ah oui mon dieu oh là là les Transformers sont là depuis longtemps, pas du tout. Et pour moi c'est clairement cette scène qui vient achever complètement le film. Et enfin bien sûr pour achever complètement le film, eh ben on retrouve les problèmes habituels. L'humour vraiment mal trouvé, les personnages détestables, l'action parfois illisible, les Transformers pas du tout mis en avant en tant que personnages, bref, tous les reproches qu'on fait d'habitude au film de Michael Bay sont évidemment présents ici, mais à la limite ces problèmes-là sont les problèmes qui concernent tous les films, ils concernent du premier jusqu'au quatrième, cinquième du coup compris aussi, mais les 4 premiers films n'avaient que ces 4 problèmes-là, voilà, l'humour, les personnages, l'action, etc. Ils n'avaient que ces problèmes-là véritablement à gérer. Tout le reste est ajouté à ces problèmes-là dans Transformers 5. Ce film est réellement un cran en dessous des autres et est une véritable catastrophe commerciale pour Paramount, pour Hasbro et pour Transformers. Parce qu'il faut pas oublier que Transformers à la base, c'est une licence qui vend des jouets, qui vend du merchandising. Et avec un plantage pareil, je vais même le dire, c'est quasiment la licence entière qui a failli se tuer. On a eu un film qui n'a intéressé personne alors que clairement Paramount et Hasbro comptaient sur le fait que ça allait marcher, dans une période où en plus les médias Transformers en dehors des films étaient un petit peu à la peine parce qu'on n'avait plus vraiment de jeux vidéo, on n'avait plus vraiment de séries, à part Robots in Disguise mais bon qui était vraiment pas terrible, bref, vraiment 2017 aura été une année terrible pour Transformers et heureusement que par la suite Bumblebee est arrivé, les nouveaux comics IDW sont arrivés et même Cyberverse est arrivé. Heureusement que ces médias-là sont arrivés par la suite pour redonner un petit peu de peps à la licence, parce que clairement, ça aurait pu presque, je dis bien presque, hein, parce qu'on n'était quand même pas à ce stade-là, mais ça aurait pu presque porter un coup fatal à Transformers en fait, alors que quelques années avant, Transformers était au sommet. Transformers gagnait des milliards au box-office avec Age of Extinction et avant encore Dark of the Moon. Transformers avait d'excellents jeux vidéo avec War for Cybertron, Fall of Cybertron, d'excellentes séries avec Transformers Prime et des comics aux petits oignons avec IDW, notamment un Mort d'Amnésie bien sûr. Donc, on est passé en quelques années de ça à quasiment la mort de la licence, c'est terrible quand même. Et tout ça à cause d'un gros projet qui a quasiment du coup mobilisé tout le monde chez Paramount et Hasbro, et qui s'est planté. Et même si on peut évidemment blâmer très lourdement Michael Bay pour tout ça, il faut aussi blâmer Paramount. Dans une moindre mesure Hasbro, mais aussi Paramount, qui a validé ce projet, qui l'a lancé, qui a accepté le montage que Michael Bay leur a envoyé. C'est tout ça qui a participé au fiasco de Transformers 5. Mais finalement, ce fiasco, pour moi, il a été plutôt bénéfique. Comme je vous l'ai dit, la chaîne existe pratiquement grâce à ce film, et je n'ai pas honte de le dire honnêtement. C'est une vidéo théorie sur le film qui m'a permis de commencer réellement à avoir des abonnés, et ma vidéo critique de ce dernier qui m'a aussi permis de passer les 1000 abonnés à l'époque. Donc vraiment, même si ce film est extrêmement mauvais, même si je ne l'aime pas, même s'il y a énormément de défauts, et ben finalement je suis quand même content qu'il existe. Pour moi, pour la chaîne, je pense que la chaîne ne serait jamais développée sans toutes ces vues, sans tous ces commentaires positifs que j'avais eus sous les vidéos à l'époque. Donc finalement, merci Transformers 5. Au moins pour moi. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de nouveaux focus. C'était Magnus, ciao.